Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. Vous êtes sur Live TV, votre chaîne préférée, votre émission aussi favorite, le Grand Tour. Nous sommes très heureux de vous savoir toujours très nombreux à l'écoute de ce programme, ou en tout cas à le regarder. Nous ne recevrons pas aujourd'hui Riyad Merhi. Qui est Riyad Merhi? Eh bien, c'est un Ivoirien, ivoiro-belge. Ces points ont fait très mal à celui que les Français prédisait comme un grand champion, Tony Yoka. Eh bien, c'est un Ivoirien qui lui a foutu une raclée. Rappelez-vous, c'était la semaine dernière et ça, nous, on en est pas mal, bien heureux. Il a, depuis 2013, imaginez-vous, il a fait 24 combats et il a gagné 20 combats avant la limite. Donc, on est très heureux. Son père est libanais et sa mère est ivoirienne, voyez-vous. Le brassage, justement, permet de produire de grands champions. Et nous en sommes très heureux. On ne recevra pas ce soir Arsène Yapi. Pourquoi? Non, mais Arsène Yapi, on parle de lui parce que parmi les journalistes férus d'économie, c'était l'un des meilleurs. En tout cas, c'est l'un des meilleurs jusqu'à ce qu'il aille justement s'engouffrer dans le confort d'une entreprise qui a pignon sur rue. Non, je taquine un tout petit peu. En tout cas, on lui fait un coucou. On aime ses écrits, son analyse pertinente sur la vie économique de notre pays. Aujourd'hui, il est dans une entreprise ailleurs. Il fête un heureux événement aujourd'hui. On lui fait un petit coucou. Parlons d'économie pour terminer là-dessus. La Côte d'Ivoire, en tous les cas, les startups ivoiriennes ne font pas partie du top 10 des startups en Afrique. Et ça, voyez-vous, j'en suis malheureux. On ne va pas recevoir les promoteurs de start-up. Vous ne méritez pas de venir sur le plateau. Voilà ce que je peux vous dire pour rire un peu. Vous ne faites pas partie des 10 meilleurs en Afrique. So funny. Bonsoir chez vous. J'espère que vous allez bien. On aurait aimé avoir quand même le top 3 des start-up africaines. Alors, au moins parmi les 10 meilleures start-up, rendez-vous compte, il y a quand même des start-up sénégalaises. Mais il n'y en a pas des start-up ivoiriennes. Et ça, alors, je peux vous donner très rapidement le classement, je ne vais pas le faire de mémoire, mais rendez-vous compte que les Kenyans, les Nigérians, et puis un tout petit peu les Sénégalais occupent justement le haut du tableau. Et remarquez, le Nigeria, 22 start-up parmi les 100 meilleures start-up d'Afrique. Wow. Alors qu'aujourd'hui, on parle de start-up, les Kenyans, ils en ont 24. Et puis l'Afrique du Sud, 15. Voyez-vous, pas d'Ivoiriens. Vraiment, écoute, j'en suis pas très heureux. C'est clair qu'il y aura forcément de la communication entre elles et les Ivoiriens donc, vont tirer la bonne graine pour le prochain classement, André. Très bien. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ah, évidemment, vous êtes en pleine forme. Oui, on va très bien. Sarah, bonsoir. Daouda, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Élisée Boloubeu, vous êtes saluée. Bonsoir. Bonsoir Christelle. Herman Abois, bonsoir. André, notre set est OK. Et ils sont prêts à y aller. Les débats vont être évidemment très enrichissants. C'est parti juste après ça. Nous nous sommes donnés pour ambition de contribuer pleinement justement à l'organisation de la CAN. Daouda dira la plus belle CAN jamais organisée. Eh bien, il commence à y avoir quelques grincements dedans. Les programmes ont été donnés. On nous a dit, vous aurez des points de vente, vous allez pouvoir vous procurer les différents tickets. Et puis, Christelle, l'annonce des observateurs, quand même, ne fait pas sourire. Exactement. Ils n'ont pas souri, du moins assez, aujourd'hui du côté de Yopougon, puisque la vente physique des tickets a commencé à Yopougon. Alors, le seul point de vente était donc engorgé. Les populations, certains étaient assis par terre, d'autres par petits groupes. Quand vous avez la vidéo, on n'a pas idée, on n'a pas l'impression que c'est un point de vente, mais au fur et à mesure que les réactions arrivent, on se rend bien compte que c'est un point de vente. Mais, André, on est tous d'accord là-dessus, les populations ivoiriennes ne sont pas contentes de ce qui s'est passé ce matin. Ceux qui ont expérimenté en premier l'achat des tickets, Élisée Boloubeu, disent qu'il y a problème. Est-ce que c'est une première perception un peu trop hâtive ou vous vous dites, écoutez, nous, on a des informations un peu plus réjouissantes? Non, je ne dirais pas que c'est une perception hâtive. Je note juste, c'est vrai, au-delà de l'aspect grogne, je note juste que cela démontre aussi quelque part un véritable engouement. Une ferveur, voilà, un véritable engouement de la part des Ivoiriens qui attendent impatiemment, en tout cas, que s'ouvre, je dirais, la compétition.
Maintenant, sur la question du fait que ce point de vente qui était à Yopougon n'a pas ouvert, où il y a eu quelques grincements dedans, j'ai pu quand même prendre langue avec les responsables de la Cocan, notamment ceux qui sont en charge de la billetterie, et ils ont admis effectivement que ils ont été plus ou moins, ils ont minimisé un peu, je vais dire, leurs prévisions. Parce que ce n'est pas là le problème. Voilà, ils sont allés un peu sur la base. Là, pour Yopougon, ils ont décidé de commencer déjà une première phase pilote aujourd'hui avec 19 points de vente. Et à Yopougon, ils avaient juste répertorié un seul point de vente qui était à la poste, en fait. Et devant l'ampleur, justement, ils se sont rendus compte que leur prévision n'était vraiment pas ce qu'il fallait. Mais après, ils ont dit, effectivement, après, ils ont essayé de rentrer dans les rangs, faire comprendre. Et il y a eu des vidéos même qui ont circulé après la vidéo de la grogne, il y a eu des vidéos qui ont circulé. Après, on a même vu des gens qui avaient leur ticket en main et qui étaient vraiment célébrés comme des héros. Voilà. Donc, c'est dit que ça commence à se mettre en place. Et les responsables de la Cocan, selon les informations à ma possession, et après échange avec eux, on dit que demain... Du Cocan, on dit que demain, ils envisageaient en tout cas passer d'un seul point de vente à environ 5 demain sur Yopougon. Très bien, Herman. Voilà. Comment est-ce que vous appréciez ce qui s'est passé à Yopougon? Quand on écoute Élisée, on comprend bien qu'il y a peut-être qu'il y aurait eu, je préfère dire, mauvaise appréciation du seul point de vente qui allait donc contenter toute la grande commune, André, de Yopougon, Herman. Moi, quand même, ça me déçoit que des responsables de comité, enfin pour la CAN, disent à un mois qu'on a été surpris. Il faut cesser avec l'improvisation. Ils savent bien que les Ivoiriens attendent leur CAN, donc ils ne devaient pas, aujourd'hui, là, ils mettent 19 points. Je vous prends les chiffres. Yopougon, c'est près de 2 millions d'habitants. Très bien. Il y a un seul point de vente. Pour le premier dispositif, San Pedro, 850 000 habitants, 2 points de vente. Korogo, moins de 800 000 habitants, 2 points de vente. Il faut cesser avec ça. Pour les guichets disponibles, on pourrait poser des questions sur quelle base le Cocan a mis en place ce dispositif-là. Solution, ils peuvent augmenter, Élisée l'a dit. Déjà, ils l'ont fait, voilà, ils ont commencé à augmenter. Oui, ils ont commencé à le faire. Oui. On va dire que oui, que certains vont dire encore que c'est seulement à Yopougon seul que ça s'est produit. Mais ça, on ne devait pas avoir ces images-là. Les gens, 8 heures, c'est 8 heures. Quand vous partez, parce que c'est vrai qu'il a dit qu'ils ont été surpris, mais ils n'ont pas ouvert à l'heure. Mais Herman, excusez-moi. Ça fait de l'amateurisme, de l'improvisation. On ne devait plus être à ce niveau-là. Très bien. Quand vous regardez cette image, l'image passée où les gens étaient assis par terre, comment est-ce que justement vous réagissez vis-à-vis de cela? Est-ce qu'il faudrait peut-être un dispositif logistique pour permettre aux Ivoiriens, aux populations, d'être dans de meilleures conditions avant d'avoir leur ticket? Mais absolument. Et je ne sais même pas s'il y a un plan, il y a un circuit au sein même de la Poste pour pouvoir arriver au guichet. Quand on regarde là, c'est comme si c'était un marché de gros qui devait s'ouvrir et qui n'est pas encore ouvert pour que les gens courent pour aller voir les marchandises. Qui n'est pas encore ouvert pour que les gens puissent y aller. Le marché de gros, vous exagérez un peu, Herman. Non, mais est-ce que finalement, parce que quand on entend Herman, par rapport à ce qu'Élisée a dit non, c'est ce matin, ils ont dit, Herman dit qu'il n'est pas d'accord, on voit bien. Ouais. Est-ce que, Daouda, non, plutôt Sarah, est-ce que on n'est pas là face à une impréparation qui doit commencer quand même à nous inquiéter? Il s'agit juste d'achat de tickets, quoi. Complètement. Je rejoins aussi ce que dit Herman pour le coup sur ce point, c'est que les images, c'est des images quand même assez tristes. On voit des gens, pas mal de gens attendre et ils n'ont pas attendu 10 minutes, un quart d'heure, ils ont quand même attendu 2 heures, on leur a communiqué l'heure de 8 heures. Arrivé à 10 heures, c'est là qu'on voit le personnel arriver, etc. Je ne pense pas que ce soit un problème du nombre de billets qui n'a pas fait face à l'engouement, etc. prévu, mais vraiment peut-être une mauvaise organisation et un manque de moyens quelque part. Et effectivement, ça inquiète un petit peu parce qu'on est à la veille de cette compétition. Et l'engouement, certes, il est important aujourd'hui, mais il le sera encore plus dans quelques semaines. De moyens. Alors, oui, mais manifestement, pour le moment, quand on voit... Je dis peut-être, parce que je n'ai pas... qu'elle développe un peu, en fait. Je n'ai pas les... Tu as dit peut-être manque de moyens, mais pour aller dans son sens, la question, on peut légitimement se poser la question, parce que si on n'est même pas capable de ramener une chaise pour ceux qui viennent acheter un ticket, peut-être qu'il n'y a pas les moyens. Non, mais effectivement, mais puis surtout respecter, je veux dire, les informations qu'on partage avec les gens. Quand on leur dit d'être là à 8 heures pour la vente de billets, qu'à 10 heures, il n'y a toujours personne, ça ne fait pas très sérieux. Et on est à quelques semaines de recevoir encore plus de monde qui viennent de partout dans le monde. Et l'engouement sera encore plus important. Les gens auront envie, quand ils vont commencer à voir les matchs de foot commencer, etc., plus de monde aura envie de s'acheter des billets. Il faut vraiment que l'organisation au niveau de ces points de vente soit nickel. Parce qu'il ne s'agit pas juste, et énormément d'efforts, bien sûr, ont été faits pour qu'il y ait des bonnes infrastructures, des bons hôtels, routes, etc. Mais les points de vente, c'est aussi très essentiel. Et là, on se rend compte qu'on n'est pas encore... sorti de l'ornière. Voilà.
On a encore du travail à faire. Alors, Daouda, votre plus belle canne là, de l'histoire, vous y croyez ou pas? Moi, j'y crois toujours. C'est vrai que Herman, il semble être un éternel insatisfait. Ce n'est pas bien grave, mais moi, je veux dire, je comprends ton insatisfaction. Mais bon, avec les éléments que Élisée a pu nous donner ici, en prenant langue avec les organisateurs de cette compétition, les ressorts de la billetterie. De la billetterie, je pense que déjà, ils mettent les choses en place. Et pourquoi je dis qu'en fait, ils ont peut-être sûrement surestimé leurs points. Ils surestiment dans la mesure où, depuis le 9 novembre... Sous-estimé, pardon. Ils sous-estiment parce que depuis le 9 novembre, si vous vous rappelez bien, la vente de tickets en ligne avait été lancée. C'est cela. Certains Ivoiriens ont acheté en ligne et autres. Donc, ils se sont dit, avec le paiement par Visa, le paiement par les mobile money, ou bien même tout ce qui est paiement électronique, ils se sont dit sûrement que ça allait passer. Mais ils n'ont pas pris en compte le fait qu'aujourd'hui, il y a certains Ivoiriens qui restent encore collés au billet physique. Donc, finalement, il y a cet attroupement au niveau de la poste de Yopougon. Mais il y a un point qu'il faut soulever qui est important. Je veux dire, ne faisons pas le procès de la billetterie aujourd'hui parce que c'est un seul point qui a été ouvert. Ça n'a pas été ouvert. De base, c'est 13 points qui devaient être ouverts. Et ils ont lancé comment on appelle ça? Mais c'est là aussi tout le problème. Mais justement, ils l'ont dit eux-mêmes avec l'information qu'ils ont donnée. Avec l'information qu'ils ont donnée, c'est un centre pilote qu'ils ont ouvert pour voir ce que ça allait donner. Vous pensez que c'était un test? Mais ils l'ont dit, c'est ce qu'Élisée nous a dit. Sauf si, Élisée, ce n'est pas l'information que tu nous as donnée ici. Mais Élisée, vous avez la parole. Juste en permettant Élisée de nous éclairer. Élisée, selon la rencontre, enfin l'échange que vous avez eu avec eux, ils ont même produit un petit document qu'ils ont, à la suite de la vidéo, qu'ils ont même rendu public, où ils expliquent un peu. Effectivement, pour ce 13-là, ils avaient voulu lancer une première phase pilote. C'est ce qu'ils ont dit, et que ça devait prendre en compte 19 points de vente dans les différentes communes d'Abidjan. Et pour Yopougon spécifiquement, c'était 1 point de vente. Comme je l'ai dit, ça a été une sous-estimation. Parce que devant l'engouement, ils se sont rendus compte effectivement, et selon les informations qui m'ont été données, les décisions ont été prises de sorte que dès demain déjà, on passe d'1 point de vente à 5 points de vente à Yopougon. Oui. Écoutons Herman. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on attend toujours souvent quand il y a des... C'est vrai que Daouda dit que je suis éternel insatisfait, mais lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'on n'est pas satisfait, il faut le dire pour que les gens redressent. C'est parce que les Ivoiriens ont vu ces images-là, ça a pris les réseaux sociaux, qu'ils sont en train de dire qu'ils vont réparer, reprendre rapidement avec un dispositif de 5 points de vente à Yopougon. Mais les données statistiques même... Il n'y a pas d'humilité. Pourquoi je dis qu'il faut être un peu humble? Tu peux me laisser terminer. Dès l'instant qu'ils disent que c'est un test qu'ils ont lancé, je veux dire qu'il faut être humble. Ce n'est pas à cause de ce que vous avez dit. C'est pourquoi je parle d'improvisation. On ne peut pas être à moins de 2 mois de l'événement et qu'on cherche maintenant à faire des tests sur des dispositifs de vente de billets. Quand on lance les ventes de billets, ça veut dire qu'on est sûr que le dispositif, il est OK. On fait des repérages, on travaille sur ça, on fait même des scénarios pour essayer de voir si ça fonctionne. Il ne faut pas venir, il faut arrêter ça. Les gens, tu parles de canne de l'hospitalité, les Ivoiriens attendent de belles images et non pas ces gens. Attendez la réaction de Daouda là-dessus. J'ai bien compris ce que tu dis, je comprends ton insatisfaction, je le comprends. Mais là où ce que je dis, il faut prendre en compte le fait qu'ils ont testé et ils ont pris conscience que, véritablement, on passe de 1 point à 5 points. Bien, ça, Daouda. il faut le remercier. Alors, on a bien compris le sens de leur discussion, c'est que Daouda nous dit, là vous allez réagir là-dessus, au final, ils ont testé aujourd'hui leur dispositif et ils se sont rendus compte de... Est-ce que ça vous semble, je ne vais pas dire crédible, mais vous vous dites oui, ça peut être cohérent, par exemple. Des possibilités. Oui, ça peut être compréhensible. On a besoin d'effectuer quelques tests, même si, bon, là, on se rapproche vraiment des dates du commencement de cette compétition. On peut effectivement faire des tests pour voir, mais il s'agit aussi de respecter. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il y a eu 2 heures d'attente qu'on aurait pu éviter. On dit 8 heures, c'est pas 10 heures. Et là, c'est pas un problème de test. Commencer à tester. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec le test. Des problèmes d'organisation. On aurait pu faire plusieurs points de vente, par exemple, à Yopougon. Oui, voilà, et puis respecter aussi que les personnes ont peut-être un travail juste après et doivent partir. Donc, et puis, quelles sont les leçons qu'on tire maintenant de ce test? On espère que, voilà, on va aussi peut-être démocratiser le fait qu'on puisse aussi acheter ces billets en ligne, c'est important de le dire. Beaucoup déjà parmi nous l'ont déjà fait, l'ont testé, ça marche très bien.
Je pense que peut-être Daouda veut mentionner quelque chose sur ce point. Ce que je veux dire... Très bien, non, parce que ce ne sera pas une redite. Hein. Non, ce ne sera pas une redite. Ce n'est pas une redite parce qu'aujourd'hui, en même temps, on a lancé ce point de vente. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens veulent être les premiers à avoir le sésame pour pouvoir le montrer sur les réseaux sociaux. Je veux dire, il y a plusieurs moyens de payer. Nous n'allons pas nous agglutiner dans ce coin. C'est pour le match d'ouverture. Daouda, il en rajoute, c'est encore loin. Ça continue comment? Non. Bon, OK, c'est pas grave, on a compris votre point. Une chose est sûre, c'était un premier test, si on s'accorde là-dessus, un premier test dans le sens où c'était une première journée qui a permis de voir est-ce que le dispositif va s'améliorer. Et ils vont l'améliorer, voilà. On sera là demain pour voir si les choses ont changé. Et puis, on a tous lu ce communiqué, exactement, on peut en parler très rapidement, bien sûr, de la FIF à propos d'un match amical, justement, qui avait été commenté par vous-même ici. Vous vous étiez posé la question de savoir est-ce que ce match amical était bien disposé à San Pedro, etc. Et puis, finalement, on nous dit qu'il est annulé. Et voilà, patatras, justement, le Mozambique, hein, c'est le Mozambique qui dit non, on ne veut pas jouer ce match-là, voilà. On peut faire autre chose, mais en tout cas, le match du 6 janvier prévu contre le Mozambique n'aura pas lieu. Élisée Boloube, vous qui parlez justement... Oui, eh bien, on a tous vu le communiqué, hein, on a été un peu tous surpris par le communiqué. Je note juste que dans le communiqué, la raison évoquée par la FIF sur l'annulation de ce match avec la Mozambique, c'est le fait que la Mozambique... Le Mozambique, voilà, a envisagé un autre plan de préparation, donc ne trouvait plus utile d'affronter la Côte d'Ivoire le 6 janvier prochain. Mais la FIF a rassuré les Ivoiriens de ce que des décisions sont prises pour que le programme soit maintenu, pas forcément avec le Mozambique, voilà, avec une autre opposition. Moi, je l'ai dit le premier jour, je pense que tout ce que Dieu fait est bon, parce que moi, je me posais la question de savoir est-ce que le Mozambique était le bon challenger pour nous. Parce que quand on regarde un peu le profil de l'équipe du Mozambique, comparé au profil des équipes qui font partie de notre poule, je pense qu'on pourrait avoir un meilleur challenger. Et si le Mozambique ne vient plus, peut-être que le président de la fédération gagnerait à regarder vraiment des profils qui sont plus proches de nos adversaires pour qu'on puisse vraiment jouer ce match. Est-ce que, Herman, là encore, on n'est pas dans un problème d'organisation, de sérieux dans la façon de faire? D'improvisation. Parce que voir une équipe nationale nous dire on ne veut pas jouer à quelques jours, ça veut dire que dans quelles conditions on a préparé cette rencontre. Enfin, on a obtenu l'accord de cette rencontre. Est-ce que cette question est légitime? En tout cas, la raison officielle que le Mozambique a mis devant, c'est qu'il envisage finalement un autre plan de préparation. C'est la FIF qui nous dit ça. Hein, autre que la Côte d'Ivoire. Mais la FIF va pas, je pense que va pas donner des faits qui ne sont pas vrais avérés sur une nation comme le Mozambique. Mais dans la poule du Mozambique, je pense que ce match-là aurait pu profiter même au Mozambique, puisqu'il y a le Ghana qui est dans la poule de Mozambique et le Ghana qui est en Afrique de l'Ouest, qui joue un peu comme la Côte d'Ivoire. Ça aurait pu bien tester. Enfin, la Côte d'Ivoire aurait pu être une équipe pour bon test. Un bon sparring partner pour le... Bon, je ne sais pas, peut-être c'est la pression sur les Mozambicains. À une semaine de la CAN, il ne faudrait pas... voilà. J'espère qu'ils vont trouver une solution. C'est vrai que même si c'est des matchs amicaux, le résultat, des fois, il peut peser aussi sur le bien moral sûr, c'est psychologique des équipes. aussi. Exactement. Mais bon, c'est dommage, on rate l'opportunité d'un test grand nature. On aura un autre test, hein. C'est pas annulé, il y aura une autre équipe assurément qui va... On espère. Daouda, vous en pensez quoi de tout ça? Vous vous dites, s'il n'y a pas le Mozambique, il y aura une autre équipe? Non, il y aura une autre équipe, c'est pourquoi je ne vais pas juste m'attarder dessus. Très bien, dans ce cas-là, on va s'intéresser quand même à une information qui n'est pas super réjouissante. On va dérouler les informations, parce qu'après, il y en aura une autre. Vous allez me dire si vous pensez qu'elle est sérieuse ou si c'était une petite blague. Là, il s'agit quand même de la fin brutale pour Wilfried Canon, qui est obligé d'arrêter sa carrière professionnelle en raison donc d'un problème cardiaque. Exactement, voilà, 30 ans, hein, c'est quand même pas une bonne nouvelle en tout cas pour le footballeur et aussi pour la Côte d'Ivoire. Donc malgré son transfert au Koweït, il n'a pas pu et on a frôlé donc justement l'incident André, ce qui justement a poussé le footballeur à prendre ses responsabilités, évidemment, sûrement avec les conseils médicaux, à arrêter sa carrière. Erwan, réaction à cela? Je pense que c'est quand même un éléphant. Il a déjà gagné aussi. C'est un champion d'Afrique. Donc, il a une bonne carrière. C'est vrai, pour les raisons médicales,
Vous savez, la santé avant tout. Donc si ça peut lui permettre de poursuivre, vivre sa vie autrement, je pense qu'il saura peut-être participer dans la préparation psychologique des éléphants. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a donné aussi pour l'équipe. Et bon, je pense qu'il est toujours utile, même en dehors du terrain. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez quand même? C'est un joueur, un grand champion. Qu'est-ce que là, cet arrêt vous inspire, Élisée? Bon, moi, déjà, mes premiers mots seront des mots d'hommage à l'endroit du joueur pour ce qu'il a quand même donné aux éléphants de Côte d'Ivoire. Ça a été, en tout cas, de l'épopée 2015, l'un des meilleurs joueurs qui a été régulier durant tout le temps. À chaque fois en sélection, il s'est investi à fond. Et aujourd'hui, le retrouver une telle situation, mes premiers mots, c'est vraiment des mots d'hommage et de remerciement pour tout ce qu'il a fait lorsqu'il a porté les couleurs de la nation. Maintenant, c'est aussi des mots de prompt rétablissement. Nos prières sont portées vers lui afin qu'il retrouve la santé. Parce que c'est vrai, une chose est d'arrêter, mais le plus important, c'est que vraiment il recouvre la santé, qu'il se soigne et qu'il se recouvre la santé. Vraiment, c'est ça nos mots de prompt rétablissement à son endroit. Élisée, vous qui êtes un observateur du football, vous savez qu'il y a eu des cas comme ça où les joueurs sont revenus. C'est ça, sont revenus. Le cas le plus emblématique est celui de l'ancien Marseillais Loïc Rémy, si je me souviens bien. On a même eu le cas de Nwankwo Kanu. Voilà, il y a eu Kanu aussi. Qui était un très grand champion. Donc, on n'est pas totalement perdu avec lui. Alors, quand vous voyez un joueur comme ça, quand même 30 ans, c'est un peu dans la fleur de l'âge. Je rappelle que d'autres qui jouent encore ont 39 ans, 35, 45. Donc, qu'est-ce que cela vous inspire, Sarah? Bon, c'est vrai que dans le domaine du football, c'est une fin de carrière un peu prématurée. Pour un joueur aussi talentueux, donc ça peut être vécu de manière très difficile. Mais en dehors du monde du foot, c'est vrai que 30 ans, c'est quand même assez jeune encore. Et il a toute la vie devant lui, j'ai envie de dire, pour penser peut-être à une autre carrière, si la carrière footballistique s'avère être compliquée. Mais oui, c'est quand même assez triste à vivre, je pense, pour un joueur aussi talentueux qui avait certainement de grandes ambitions. Donc on lui souhaite très bon rétablissement et en espérant que... Daouda, sûrement que vous êtes triste à cette situation, ça on est d'accord, donc on ne va pas redire la même chose, mais vous pourriez réagir tout de suite, Christelle, avec Daouda sur un sujet. Parce que un chef que connaît bien Daouda, parce que c'est une région Sénoufo, et ce sont ses alliés, je pense, il a décidé de prendre une décision. Voilà, tout à fait. Alors il s'agit du chef de canton de Korogo, Issa Koulibaly, qui a annoncé dans un communiqué, André, que pour la période de la Coupe d'Afrique, il suspendait funérailles et mariages, justement. La décision a été publiée le 12 décembre. Il faut rappeler que la Coupe d'Afrique commencera le 13 janvier. Daouda, réaction. Expliquez-nous un peu. Pourquoi ça vous fait rire? Vous prenez tout ça au sérieux? Enfin, il va nous expliquer un peu dans le contexte traditionnel. Pourquoi en quoi un mariage ou des funérailles, justement, pourrait gêner les activités footballistiques pendant la CAN? Bon, de la manière dont vous me posez la question, je tiens à rappeler aux uns et aux autres que je ne viens pas de Korogo. On a bien compris. On a bien compris. Daouda a bien compris. Mais j'avoue que quand j'ai vu le communiqué, j'ai souri. Je me suis moqué un peu de lui, dit il nous faut encore frapper. Mais je peux comprendre le chef. Parce que quand on sait qu'aujourd'hui, cette CAN-là va occuper, nous-mêmes déjà, pour un simple match amical au niveau d'Abidjan ici, on a du mal à se déplacer. Il y a beaucoup de situations qui rentrent en ligne de compte. Sûrement, en prenant en compte tous ces paramètres, le chef s'est dit, pour un mois, on peut stopper les mariages et les funérailles. Mais j'avoue que je le comprends, mais je ne partage pas l'avis du chef de canton de Korogo. Les mariages et les funérailles. Mais pourquoi pas les anniversaires? Voilà. Je comprends, mais je ne partage pas. Alors bon, écoutez, Herman, comment est-ce que vous comprenez? Daouda dit qu'il comprend la décision de suspendre mariage et funérailles. Donc les corps vont attendre janvier. Enfin, après la CAN, les mariages également. Après le 11 février. Voilà, c'est clair. Déjà, il est clair que la suspension des mariages dans cette période-là, ce n'est pas faisable, moi je pense. Ce sont les autorités administratives qui ont le droit de le faire. Donc vous ouvrez un autre champ. Et puis qui va prendre en charge les frais de conservation des corps et autres. Je pense qu'il veut bien faire, comme Daouda l'a dit, le chef canton, parce que je vois qu'il est chef traditionnel de Côte d'Ivoire, chef des terres et bois sacrés de Korogo. Il veut bien faire en sorte que l'hospitalité des Sénoufos soit partagée d'accord avec vous. Je comprends ce que vous dites, mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est de dire que ce n'est pas possible. Enfin, on est dans un lieu de tradition, où quand même la tradition doit avoir une prégnance dans l'organisation de la société. Donc il a le droit de décider, Herman. Quand il interdit, par exemple, les funérailles, est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un qui vient de perdre un proche de pleurer?
Mais vous dites ça parce que vous êtes à Abidjan. La question qu'on vous pose, c'est de prendre la réalité de Korogo, qui est une société un peu traditionnelle. C'est ce que je dis. Dites-moi, comment est-ce que c'est faisable? Non, moi, je ne vous dis pas. Mais ils peuvent pleurer dans leur maison, en fait. Bon, Élisée, allons-y. Oui, je pense qu'André a commencé un élément de réponse. Pour qui connaît un peu la région de Korogo et connaît les us et coutumes de Korogo, les funérailles à Korogo et puis les mariages ne les percevez pas comme vous percevez des funérailles ou des mariages à Abidjan. Où juste on dépose une bâche, on fait une veillée, puis le lendemain, on fait l'enterrement. Ce n'est pas comme ça. Il y a tout un rythme. Tout à fait, un rituel. Voilà, qui était tout autour. Il y a même des danses traditionnelles. Il y a vraiment toute une il y a des festivités. Donc les rues sont occupées. Des festivités, en fait, voilà, qui sont faites aussi bien lors des mariages que lors des funérailles. Et les mariages même sont précédés ou bien sont composés souvent de parades. Des parades à moto, on prend les artères de la ville, c'est toute une animation. Donc l'espace public est occupé. Justement. Et il veut vous répondre. Mais alors là, il précise dans son communiqué que les festivités qui sont autour des obsèques, des funérailles, vont être suspendues. Et non pas dire qu'on ne va pas tenir des obsèques et des funérailles. Sarah, parce que les funérailles, d'une manière ou d'une autre, vont se tenir. Sarah, votre point de vue? Oui, juste dans le communiqué même, on ne précise pas pourquoi, en fait, la cause exactement. Est-ce que c'est les rassemblements qui font qu'il y aurait peut-être des problèmes sécuritaires, etc. On ne sait pas exactement pourquoi. Élisée a donné un élément de réponse. Elle dit l'espace public sera occupé, en fait. Oui, c'est vrai, mais je veux dire, on n'a pas cette raison-là dans ce communiqué. On est en train de se dire, on suppose, mais il y a quand même quelque chose à dire par rapport aux funérailles. Quand on est, par exemple, une religion musulmane, la conservation, ce n'est pas possible. À partir du moment où la personne décède, il faut tout de suite l'enterrer. Donc là, déjà, on a un problème par rapport à peut-être une partie de la communauté pour qui ça peut être vivre de manière très difficile. Deuxièmement, si on parle des mariages, des événements un peu plus heureux, ils s'organisent quand même au moins quelques mois à l'avance, voire 1 an à l'avance. Et donc là, dire le 12 décembre qu'en janvier, vous ne pourrez pas vous marier, pour moi, ce communiqué vient quand même assez tard. Pour les gens qui ont prévu de se marier, d'organiser des événements heureux, je trouve que ce n'est pas très respectueux peut-être, surtout qu'il n'y a pas d'explication. Et puis pour les funérailles, pour une partie de la communauté qui est musulmane, mais comment est-ce qu'il... Non, mais en réalité, l'explication, on la connaît, c'est parce que la ville accueille la canne, etc. Voilà. Mais en tous les cas, on comprend que, de votre point de vue, tout ça n'a pas été très bien orchestré et que des gens qui s'étaient déjà préparés vont se retrouver... Et pour la paix sociale, il faut la respecter. Oui, juste en 30 secondes. Donc, je voudrais dire que le communiqué du chef de canton, du chef de terre, quand il apparaît comme ça, c'est que, je veux dire, les notabilités et les chefs de village, les chefs de coutumiers sont déjà informés. Très bien. Voilà, ça on le rend public pour ceux qui sont, sinon les chefs coutumiers sont informés. Ils sont d'accord. Et quand il te dit que les mariages et les funérailles sont suspendus, ne voyez pas ça en termes d'interdiction formelle, c'est pas ça. Mais les mariages et les funérailles, dans la tradition, de la manière ça se fait habituellement, là, ça ne se fera plus. Sinon, quelqu'un qui est décédé aujourd'hui, qui est musulman, on fera l'enterrement comme il se doit, mais ça ne pourra pas être comme on a l'habitude de faire avec toutes les festivités. C'est ce qu'il veut dire. Le communiqué dit, André, la suspension. Non, mais je ne sais pas si... C'est ce que je suis en train de vous dire. Comment est-ce que vous savez que justement on le fera, mais ça ne sera pas toute la grandeur d'habitude? C'est très simple. Dans l'État de Côte d'Ivoire, qui est autorisé à faire des mariages? Ce n'est pas un chef traditionnel, en réalité. C'est un État civil. Pourquoi ce n'est pas l'État civil qui fait? Parce que lui, justement, ce qu'il donne comme communiqué, là, prend l'aspect traditionnel. Ce n'est pas l'aspect civil. C'est une interprétation d'Élysée. Il faut expliquer rapidement au chef que la CAN ne va pas se jouer tous les jours. Très bien. Pendant 1 mois. On a compris vos différents points de vue. Une chose est sûre, cette décision en tout cas, je ne vais pas dire de Sa Majesté, fait réagir. Et c'est ça aussi donc la vie en société. On essaie donc de réagir sur des décisions de ce type. On l'a vu une vidéo sur TikTok qui a interpellé plus d'un. Qu'en est-il réellement, Christelle? Oui. Alors, on a donc cette vidéo-là sur TikTok où une jeune maman fait appel au président de la République pour une aide à ces conditions difficiles de vie, André. Et cette vidéo-là, en tout cas, a attiré notre attention pour que nous puissions justement la diffuser à nos téléspectateurs et en discuter après. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Jeunesse, Monsieur le maire de la commune d'Adjamé, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, si vous ne faites pas quelque chose pour moi, je risque de me suicider, ça ne va pas, ça ne va pas. Et mes diplômes, en cours de ligne face, on me dit inscription 50 000, où je vais quitter avec. Le MLIA pour la jeunesse que vous avez dit là. Voilà, je ne sais pas ça à quel jeune vous donnez. Hein. Parce que
Nous, la jeunesse consciente, on n'a pas encore reçu 5 francs de votre argent. Je suis déboussolée, je n'ai pas de soutien. J'ai pas de soutien, j'ai tapé à toutes les portes, ça ne va pas. Si vous ne m'aidez pas, Walay, c'est pas bon, ça ne va pas. Voilà, si vous ne m'aidez pas, Walay, c'est pas bon, ça ne va pas. Donc, cri de cœur d'une jeune dame en détresse. Vos réactions par rapport à cela, est-ce que l'appel est justifié? Comment vous le sentez? Voilà, est-ce qu'elle fait la bonne chose? Est-ce qu'elle tape à la bonne porte? C'est tout ça, parce qu'elle appelle directement à l'aide. Le chef de l'État, le ministre de la Jeunesse, Herman, comment réagissez-vous justement à cette vidéo? Mais elle a dit, hein, parce qu'elle a des diplômes, elle veut passer les concours, ça ne marche pas. Mais voilà, elle a besoin. Quand elle est là, quand on voit la vidéo, l'expression de son visage, les pleurs, tout ça, ce n'est pas scénique. Ça veut dire que c'est des choses qu'elle vit, qu'elle ressent. Donc moi, je pense que c'est le problème qu'on dit là. Il y a trop de problèmes auxquels les solutions peinent, enfin on peine à trouver des solutions. Aujourd'hui, les Ivoiriens, au-delà de tout ce qu'on voit au niveau des infrastructures et autres, les Ivoiriens, ils ont une vie, ils expérimentent de la vie dure chez eux au quotidien. Elle n'est pas seule dans le cas. Je pense que c'est un cri de cœur qu'elle a fait. Déjà, elle, c'est vrai qu'on ne va pas partir remettre de l'argent, un portefeuille à chacun dans les foyers, mais elle, déjà, je pense que les autorités, avec une bonne volonté, les gens doivent pouvoir la soutenir et régler son problème. Alors, vous dites tout ça, on l'entend bien. Daouda, il est connu comme l'info-tracker. Donc, à la vue de la vidéo, il semble avoir donc mené quelques investigations. Et vous allez partager ça avec nous. C'est quoi véritablement la situation? Parce que ce que vous nous avez laissé entendre, cette fille a une histoire quand même. Oui, cette fille, elle a une histoire et je pense qu'il est important pour les uns et les autres. Je pense, si vous permettez que je dise son nom. Non, c'est pas grave. C'est pas grave qu'on dise son nom. Voilà, parce qu'on a eu à s'informer. Elle est inscrite à l'emploi jeune qu'on appelle ça, de Trècheville, depuis juillet. Depuis juillet. Voilà. Et l'emploi jeune de Trècheville lui a proposé un stage que la jeune dame a refusé. C'est pour dire qu'aujourd'hui, disons la chose clairement, elle est en train de faire un cri de cœur. Et comme je le dis, chaque Ivoirien aujourd'hui peut se permettre de venir sur la toile, de nous dire oui, j'ai perdu ci, j'ai tel diplôme. Elle est auxiliaire de vie au passage. Donc on lui a proposé ça qu'elle a refusé. Donc c'est pour dire aux uns aux autres que l'emploi jeune existe. Il y a des structures qui sont là pour aider les jeunes. Chacun va, il dépose son dossier comme il le sent et finalement les dossiers sont étudiés. Mais quand on étudie ton dossier et qu'au final tu refuses le stage d'abord, compte que l'État de Côte d'Ivoire, par le biais de l'emploi jeune, te propose et que tu le refuses. Comment veux-tu qu'on t'aide réellement? Je compatis à sa douleur. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, on est 30 millions d'habitants, beaucoup d'Ivoiriens souffrent au même titre qu'elle. Mais quand on t'offre d'un stage, prends le stage parce que les stages qui sont donnés par l'emploi jeune sont rémunérés. C'est de ça qu'il s'agit. 45 000 francs, justement, puisque vous parlez de rémunération, c'est 45 000 francs, sachant qu'elle habite, il me semble, à Djamé, elle a parlé de Djamé. Et elle devait faire le stage à Koumassi, elle a refusé. Bon, voilà. Donc à un moment, justement, voilà, c'est une information. Non, je veux dire, pour nous les journalistes qui sommes des observateurs, parce qu'il a dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'autres Ivoiriens qui souffrent. Quand il y a une de nos compatriotes qui reçoit quand même l'assistance de l'État, il faudrait quand même qu'elle juge ça à sa juste valeur. Il faut aussi connaître les raisons justement de son refus. C'est ça. Moi, j'aimerais bien connaître les raisons de son refus, justement. Non, mais là, elle dit qu'elle est en souffrance au point qu'elle veuille se suicider. Donc, c'est ça. Et nous, on se dit, quelqu'un qui reçoit l'assistance de l'État, peu importe le niveau, mais vous comprenez, regardez nos mamans ou bien les dames qui vendent des oranges. Bien sûr. Imaginez 45 000 francs pour une maman qui vend des bananes tous les matins qu'on voit. C'est de l'argent qui peut aider. Donc, moi, je veux mettre ça en perspective quand même. Bien sûr. Mais je veux entendre votre avis. Comment est-ce que vous réagissez à cela, avec les informations justement que Daouda a données? Bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'éléments sur cette situation. Un stage, bon, je ne sais pas comment ça marche en Côte d'Ivoire, mais moi qui étais en France, il y a des stages qui ne sont pas rémunérés. Déjà, ça, c'est celui-ci, c'est rémunéré. Celui-ci est rémunéré, très bien. C'est une jeune fille qui est diplômée, elle le dit. Bon, moi, ma première réaction quand je vois cette image, c'est de la tristesse. Je veux dire, voir une jeune fille, elle est visiblement très jeune, pleurer parce qu'elle désespère de ne pas trouver du travail, malgré ses diplômes, etc. Je pense qu'il faut écouter son message, entendre ce qu'elle a à dire, parce qu'elle représente aussi peut-être d'autres personnes dans sa situation. Ce qui m'a frappée aussi, c'est de l'entendre dire dans son message un peu plus long qu'elle est partie en Tunisie, qu'elle a essayé ce qu'elle devait essayer et qu'elle a décidé de rentrer dans son pays parce qu'elle a jugé justement que
il est mieux d'être chez soi plutôt que d'être Oui, à c'est l'étranger. pour ça que Sarah... Et que malgré ça, parce qu'avec sa petite fille, elle ne voulait pas prendre le risque. Je vais faire une précision. Mais je veux juste finir. Elle ne voulait pas prendre le risque de mettre sa fille en péril. Et ça, je veux dire, il faut quand même l'applaudir parce qu'on dit souvent, oui, ailleurs c'est mieux. Et bien ailleurs, c'est pas mieux. La preuve, elle est revenue. Les Ivoiriens qui vivent ces situations. Mais quand on reçoit une assistante, vous ne pouvez pas passer par pète et profit cette information. Non, je suis d'accord, mais juste prenons le contexte. C'est une jeune fille qui est d'une génération qui utilise beaucoup les réseaux sociaux. Nous, on ne peut pas le comprendre parce qu'on n'est pas comme ça, on n'a pas grandi de cette manière. Donc, moi, la précision que j'aimerais faire, je pense que nous avons reçu on a reçu sur ce plateau ici une jeune dame qui s'appelle Diane, qui est venue de la Tunisie comme elle, qui a fait son projet, qui l'a introduit à l'emploi jeune, qui a reçu un financement. Qui a un salon de coiffure qui a un salon de coiffure aujourd'hui. Comme elle, beaucoup de jeunes comme elle qui sont revenus de Tunisie justement, ont reçu des financements ceux qui n'avaient pas de projet, on leur a proposé des stages. Mais excusez-moi, je compatis sincèrement à sa douleur, mais quand tu refuses déjà le stage, l'aide, la main tendue qu'on te donne, quand tu la refuses, franchement, après tu vas pleurer. Élysée, vous n'avez encore rien dit. Comment est-ce que vous appréciez tout ceci? Oui, comme Sarah l'a dit, hein, c'est quand même avec un cœur meurtri qu'on regarde cette vidéo, c'est sûr et certain. Si c'est vrai, les informations que Daouda a données sont des informations fiables, on pourrait quand même s'offusquer un peu de ce refus-là. Mais comme moi je le dis toujours, on a tous droit à une seconde chance. Et aujourd'hui, elle prend l'opinion nationale et internationale à témoin. Essayons de voir si c'est possible de lui accorder une seconde chance. Ça, c'est possible. Mais un dernier élément pour moi qu'elle a évoqué quand même, qui mérite, sur lequel on devrait pouvoir quand même s'apaisantir un temps soit peu, c'est la question en fait des montants des concours. Parce que là, elle a fait une face, on lui a dit 50 000. 50 000 francs, je pense que ça aussi, c'est un élément important qu'il faut déposer sur la table des gouvernants pour lesquels il faut qu'on discute franchement. Sur vraiment les montants des concours pour les gens qui cherchent du travail. Très bien. En tous les cas, nous, l'objectif, quand on voit ces choses qui sont sur les réseaux sociaux, on les ramène ici sur un plateau sérieux, c'est pour que justement chacun essaie de donner sa perception et aussi de lui envoyer un message pour dire qu'il y a des canaux pour pouvoir quand même parler, surtout quand on a reçu la main tendue, comme l'a dit Daouda. Et la seconde chance devrait lui être encore accordée. Et ça, ce que Élysée vient de dire, c'est très intéressant. L'emploi jeune, en tout cas tous ceux qui gèrent ces départements, doivent quand même lui accorder quand même une seconde chance et voir dans quelle mesure l'accompagner pour qu'elle se retrouve avec un nouvel emploi. Lui, il a des ambitions. Herman, c'est pas vous, vous n'en avez pas. Lui, oui, il a des ambitions politiques. Et les élections sénatoriales partielles dans le Guémont vont avoir lieu. Le collège électoral retourne dans les urnes à quelques jours des fêtes de Noël, de la fête de Noël, des fêtes de Nouvel An. Aussi, il va falloir se prononcer là-dessus, Christelle. Exactement. 2 candidats qui s'affronteront dans le Guémont pour les sénatoriales. Il y a d'un côté le vénérable Évariste Sa du RHDP, mais de l'autre côté, nous avons Lia Yan Ferdinand du FPI qui est avec nous. Bonsoir, Président. Comment allez-vous? Bonsoir, Christelle. Je vais bien. À quelques heures donc, de la reprise de ces élections-là, comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens bien. Je me sens bien. Confiant? Oui. Pour la victoire? Très confiant. Très confiant pour l'enjeu. Très confiant pour les élections. J'y vais comme un combattant qui ne dit pas qu'il va perdre, mais qui sait qu'il va à la guerre. Qui sait qu'il va en guerre, c'est ça? Daouda voulait vous poser en premier la question. Vous partez comme un combattant, mais est-ce que vous n'avez pas déjà perdu quand on sait que dans le Guémont, c'est le RHDP qui a gagné après la reprise des élections? J'aime bien la question de Daouda. Non, mais vous aimez bien sa question, mais la victoire du RHDP était-elle, j'allais dire, construite avec vous, parce que vous aviez un partenariat? Et aujourd'hui, vous allez, voilà. C'est pourquoi j'ai dit que j'aime bien la question de Daouda. Oui, c'est pour compléter. Parce que la victoire du RHDP a été construite, et comme vous l'avez bien vu, dans le Guémont avec le FPI. Et à l'intérieur donc des différentes équipes qui composent les conseils municipaux et cette équipe régionale qui va s'installer, il y a bien évidemment des conseillers qui sont issus des rangs du Front populaire ivoirien et qui vont être électeurs à la date du 23 décembre prochain. Très bien. Herman? On va vous relancer, mais Herman, d'abord poser sa question. La question que je veux poser à Lia, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plus ou moins travaillé à la victoire du RHDP dans le Guémont. Il y a 2 sièges sénatoriaux au niveau du Guémont. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vous entendre chacun un siège et que vous partez? Est-ce que votre alliance avec le RHDP aujourd'hui, ça fonctionne? Moi, je t'ai demandé pourquoi 2 sièges? Il y a 2 sièges là, il y a.
Oui, c'est 2 sièges. Oui, c'est 2 sièges. Mais vous ne convoitez pas les 2 sièges. Il va en duo avec quelqu'un. Alors, je vais préciser... Ah, ça c'est bien, parce qu'il faut qu'on comprenne. Voilà, dans chaque région, c'est 2 sièges. Je vais déjà préciser une chose, c'est qu'il n'y a pas que 2 candidatures enregistrées dans le Guémon, il y en a 10. Ah, d'accord. Wow. Et les plus importantes... Il y en a 10. Il y en a 10. Il y a celle du RHDP, celle du Front populaire ivoirien et des autres partis politiques. Donc, il y en a 10 candidatures pour 2 sièges. Maintenant, la question de Herman, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas entendu... Les partenaires, justement, oui, que vous êtes. Oui, c'est là que le jeu politique est intéressant. Et comme vous avez bien pu le comprendre, le partenariat entre le Front populaire ivoirien et le RHDP n'était pas un partenariat électoral. C'était un partenariat fondé sur les 3 piliers qui sont la réconciliation nationale, la paix, l'économie et autres. Donc, en matière d'élection, chacun est libre. Et au moment des dépôts des dossiers pour cette élection sénatoriale qui devait avoir lieu déjà le 16 septembre dernier, chacun est parti comme il pouvait. Le deuxième point de ma question, est-ce que votre alliance, le FP, le RHDP, cette alliance fonctionne aujourd'hui à l'heure actuelle? L'alliance fonctionne. Vous avez pu entendre le président exécutif du RHDP dire que l'alliance fonctionne. Le Front populaire ivoirien, non, je parle du président Kafana, qui a dit que nous continuons, après la défaite du président du Front populaire ivoirien dans le Moronou, il y a eu des échanges entre les 2 partis. Et chacun a compris là où l'autre a pu faire une faute, mineure ou majeure, mais notre alliance, elle continue. Nous sommes en train de tenter de la peaufiner afin que ce soit une véritable alliance et qu'on ne dise pas que les alliances naissent et disparaissent, mais que ce ne soit pas le cas du Front populaire ivoirien et du RHDP. Enfin, Sarah? Moi, j'aimerais savoir quels sont les dispositifs qui ont été pris aujourd'hui pour assurer vraiment une crédibilité du scrutin. Oh, mais la crédibilité du scrutin, vous savez, c'est relatif. J'ai été candidat déjà aux législatives de 2021. À 20h et quelques minutes, j'avais tous mes résultats. J'ai appelé celle qui avait gagné et je lui ai dit félicitations. C'est le jeu démocratique. J'avais tous mes hommes sur le terrain. Tous les bureaux de vote étaient pourvus. J'avais mes PV en retour. Quand on n'est pas animé de mauvaise foi, je crois qu'au soir des élections, donc pour vous, quand on a perdu, il faut dire qu'on a perdu. Je ne dis pas toutefois qu'il n'y a pas de problème qui pourrait être des choses de nature à mettre en doute le scrutin. Mais je dis pour ce qui me concerne, si c'est avéré, je le dirai. Sinon, si je gagne, je dis que j'ai gagné. Quand j'ai perdu, je dis que j'ai perdu. Élisée Boloube, question. Moi, je suis bien intéressé de savoir pourquoi l'IA voudrait un siège au Sénat. C'est vrai qu'il y a plusieurs postes électifs, il y a plusieurs, je dirais, postes électifs. Pourquoi le Sénat? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Sénat a besoin de quelqu'un comme l'IA? Qu'est-ce qu'il peut apporter au Sénat concrètement? Belle question, Élisée. Alors, pour avoir été candidat en 2021 aux législatives, donc pour un poste de député, je crois que je suis encore dans la droite ligne de chercher un autre poste parlementaire pour déjà faire éclore les idées que j'avais nourries déjà en 2021. On a dit que le député il représente le peuple, il se bat pour le peuple et il défend le peuple, mais contrôle surtout l'action gouvernementale et je crois que c'est ce qui est le plus important. Mais en ce qui concerne ces élections sénatoriales, il y a quelque chose de fondamental que je voudrais y apporter quand on sera élu au soir du 23 décembre. C'est la révision fondamentale de la loi numéro 2012-1128 qui encadre les collectivités territoriales et y ajouter donc le traitement spécial, j'allais dire, des différents conseillers municipaux. Pour ceux qui ne le savent pas, quand vous faites partie d'un conseil municipal, on vous appelle monsieur le maire. Et sous nos cieux, vous savez les difficultés de monsieur le maire. Et pourtant, ces hommes si spéciaux ne gagnent pratiquement rien. Sauf que le statut revoir le statut des conseillers municipaux et régionaux, proposer donc un amendement à cette loi afin qu'il y ait un traitement. Ça, c'est discutable, hein, mais on n'aura pas le temps de faire le débat.
Oui, mais le député a le droit, le sénateur a le droit de proposer un amendement à une loi. Tout compte fait, le ministre de l'Intérieur passera devant le Parlement et il viendra défendre. Et en ce moment-là, nous pourrons lui rappeler qu'il y a des dispositions dans la loi qu'il faut changer parce que donner 10 000 francs comme un per diem, jeton de présence pour une réunion est reparti alors que nous avons calqué presque toutes nos lois sur la métropole française. Quand on sait qu'en France, les conseillers municipaux perçoivent quand même mensuellement des pécules entre 240 et 4 000 euros pour les conseillers municipaux. Je me dis en Côte d'Ivoire, c'est possible parce que j'ai été pendant 5 ans, de 2018 à 2023, quand même au conseil municipal de Diokwe. J'ai été président de la commission économique et domaniale. Donc, plus ou moins, il y a des choses que je sais et il y a des leviers sur lesquels on peut jouer pour que les conseillers municipaux aient quand même une belle vie. Très bien, pour terminer vraiment avec vous, on sait ce qui s'était passé un peu dans le Guémont, c'est pour ça que cette élection est reprise, a été reprise, parce que vous ne l'avez pas vécu, parce que finalement les élections locales n'étaient pas terminées. Est-ce qu'on est dans un bon état d'esprit? Les élus locaux sont plutôt tranquilles et que l'atmosphère est à l'apaisement? Voilà. Vous avez pu le constater à la reprise des élections. Il n'y a pas eu de grincement de dents véritable. Chacun est allé voter calmement. Chacun a vécu les résultats tels qu'ils sont venus à lui. Je pense qu'aujourd'hui, tout le Guémont est dans une disposition d'esprit de sorte à maintenir la paix. Et c'est dans l'intérêt de chacun de nous. Donc, chaque peuple, chaque citoyen de cette région est appelé, sinon est dans la disposition de garantir cette paix pour la suite, j'allais dire. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, Lia Ferdinand, pour terminer, on sait bien que les autres partis, ça bouge, il y a les élections, il y a pas mal de choses qui se font. Est-ce qu'au niveau du FPI, vous prévoyez justement, au niveau des femmes, ça a été peut-être dit, à votre niveau aussi, vous êtes président de la jeunesse, est-ce qu'il y aura de nouvelles instances bientôt? Oui, il y aura de nouvelles instances bientôt. Il y aura le renouvellement de toutes les structures spécialisées. À partir déjà du 27 décembre, il y aura le changement des secrétaires nationaux chez les enseignants. Et puis, dans le premier trimestre du mois de l'année 2024, il y aura le changement de la tête des structures spécialisées de jeunesse dont j'occupe actuellement la première responsabilité et aussi de celle des femmes. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Lia Ferdinand. Je rappelle que vous êtes candidat. Ça sera donc le samedi 23 décembre. Ça sera la veille de la fête. On espère que la célébration chez vous sera double. Merci d'être venu. Vous êtes le président de la jeunesse du FPI, Lia Ferdinand. Merci beaucoup. Merci. Et plein succès à vous. Merci. Alors, je pense que là, nous, on va vous laisser également juste se reposer un peu. À tout de suite. Deuxième partie de votre émission, le Grand Talk, comme vous le savez, tous les soirs, qui va être consacré quand même à un projet qui était au cœur de l'action gouvernementale durant l'année 2023. C'est la lutte contre l'incivisme routier. Le gouvernement donc, a déployé tout un ensemble de stratégies, dont des semaines nationales de sécurité routière. Qu'en a-t-il été? Quels sont les résultats? Christelle, est-ce qu'on peut en parler? Évidemment, ce sont donc 10 000 véhicules, André, mis en fourrière. C'est assez énorme. 107 000 véhicules verbalisés, 5 351 de cas de conducteurs au téléphone, André. Ouais. 108 cas d'alcotest enregistrés, 27 818 personnes interpellées pour excès de vitesse. Donc c'est vraiment justement pour le gouvernement de dire attention, il faut aller doucement, respecter les textes et surtout les lois. Et nous sommes pratiquement en fin d'année, c'est la saison où on se lâche un peu. Il fallait une action d'éclat, André, pour amener tout le monde à la raison. Que pensez-vous justement de ce déploiement de moyens que le gouvernement a pu faire durant toute cette année? C'était le 18 janvier 2023. On est à la fin de cette année. Le bilan avec des chiffres, c'est ce que Christelle vous a partagé à l'instant. Est-ce que tout ça, ça vous semble correspondre à ces déploiements de moyens? Comment vous jugez tout ça? Sarah, pour vous, ces semaines de lutte contre l'insécurité routière, l'incivisme routier, tout ça, ça a été assez, j'allais dire, concret. Les résultats sont intéressants pour vous?
Alors, les chiffres sont, oui, sont impressionnants. On a des chiffres quand même assez importants. Mais il faut savoir que c'est quand même sur une période aussi assez importante, je pense 1 an. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est un peu difficile de se dire juste derrière des chiffres si la sécurité routière a été renforcée depuis. Alors oui, on a vu beaucoup d'effectifs de la police, de la gendarmerie. On en voit beaucoup plus. On en a vu beaucoup plus en tout cas pendant cette période qu'avant. Mais moi, ce que je constate de mon expérience personnelle, je dirais, c'est que je vois toujours autant d'accidents sur mes chemins quotidiens. Vous pensez que ça n'a pas changé grand-chose? Pour ma part, non, je ne pense pas que ça a changé grand-chose. Ou alors, on vient vraiment de très loin. Mais pour le moment, ce que je constate, c'est qu'il faut savoir que quasiment chaque jour, allez, peut-être tous les 2 jours, je constate un accident de voiture sur mon trajet travail-maison. C'est quand même assez exceptionnel. Tout à fait. Hein. Mais l'excès de vitesse... On a des gens qui décèdent malheureusement de ces accidents. Non, mais... Ça reste trop important. L'excès de vitesse, j'ai l'impression aussi que c'est un fléau. Je le constate, je le vois. Donc moi, j'ai envie de dire, OK, très bien, on a pris de grandes mesures. Il se passe énormément de choses. Beaucoup de véhicules, effectivement, sont arrêtés. Mais des fois, je vois même devant la gendarmerie des voitures faire des choses qui ne sont pas permises et qui ne sont pas en ligne avec le code de la route. Donc il y a, je pense, encore des mesures à déployer un peu plus importantes. En tout cas, il faut continuer sur ce chemin-là parce que les accidents sont encore beaucoup trop fréquents. Beaucoup trop. Alors, ce qu'il faut dire aussi, Sarah a parlé des excès de vitesse, mais ce qui est assez bizarre, c'est qu'il y a près de 5000 cas de personnes arrêtées justement pour communication au volant. Le téléphone, on le manipule, on répond à des messages au volant, et puis on ne fait pas attention, pas tratra, l'accident est vite arrivé. Ça dit que sur les 107 000 verbalisations, il y a quand même 5 000 cas de téléphone au volant. Un peu plus de 5 000 cas, de 5 300 cas de téléphone au volant. Comment vous réagissez face à tout ça, volant, téléphone au volant, comme autre chose? Et tout ça. Bon, moi, je pense que pour la question de l'usage du téléphone au volant, je pense que la loi est à ce niveau-là un peu bancale. C'est-à-dire? Parce que il y a quand même des gens qui sont à leur volant. Il faut démarquer ceux qui utilisent le téléphone au volant avec leurs mains et ceux qui utilisent le téléphone au volant avec des kits mains libres. Je pense que dans les pays occidentaux, aujourd'hui, on n'est plus là à verbaliser quelqu'un qui communique avec le système intégré par les constructeurs dans les véhicules. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans leur téléphone, qui sont concentrés sur le volant et qui échangent, on les verbalise, tous là on met dans ce chiffre-là. Moi, je pense qu'il faut qu'on revoie la loi. J'ai vu Élisée qui était un peu dubitatif, votre affaire là, de téléphone. Élisée, vous dites, c'est téléphone ou téléphone, voilà. Non, je pense que sur la question du téléphone au volant, je dis que la loi a un peu évolué. C'est vrai qu'au début, parce que c'était effectivement ambigu pour plusieurs, est-ce qu'il fallait utiliser le kit main libre, c'était autorisé, ou bien c'était juste manipuler le volant. Mais pour avoir échangé avec une autorité quand même de la sécurité, qui a dit qu'en fait, ça a été très spécifié dans la loi. C'est parce que les gens n'ont pas lu la loi en profondeur. Justement, comme Eman l'a dit, les kits sont autorisés. Mais vu que les gens n'ont pas connaissance de la loi en réalité, donc souvent certains se faisaient, si vous voulez en fait, je ai dit... Avoir sur ça. Un griffe un peu anarqué, un griffe un peu anarqué. Mais sinon en réalité, ce kit-là c'était autorisé. Mais c'est la manipulation justement du téléphone qui distrait, qui peut susciter la manipulation du téléphone. Parce qu'il y a des agents de police qui vous disent... C'est pourquoi je dis, comme les gens ne maîtrisaient pas la loi, la teneur du texte, voilà, un griffe c'était suffisait à arnaquer. C'est ce que je suis en train de dire justement. Herman, rapidement avant d'aller à Daouda. Donc, Élisée, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les policiers, lorsqu'ils verbalisent les personnes qui ont les kits main libres, parce que ça continue, donc cette information, il faut peut-être la faire passer, lorsqu'ils verbalisent les personnes qui ont le kit main libre dans leur téléphone, ils ne font pas bien leur travail. Logiquement, ils ne font pas bien leur travail. Au regard de la loi, ils ne font pas bien leur travail. Parce qu'ils continuent de verbaliser les gens qui ont les kits main libres. Mais en même temps, quand on dit ça, Daouda, on verbalise les personnes au téléphone parce qu'on a un kit main libre et qu'on ne maîtriserait pas la teneur des textes. Est-ce qu'une conversation au volant
qui peut vite évoluer et on est, comment on dit, enfin, prête-moi le l'expression côté en français. émotionnel, voilà, etc. on est pris émotionnellement par une nouvelle ou une information. On peut peut-être s'oublier. C'est sur ça, peut-être que les policiers jugent, attention, ne communiquez même pas au volant, à moins que vous soyez peut-être médecin ou avocat, ou enfin bref. Qu'en pensez-vous, Daouda? Bon, je pense que, je ne sais pas où il disait, je pense que la personne qui t'a donné l'information, il s'est trompé. Il ne t'a pas donné la bonne information. La bonne information concernant le téléphone au volant, c'est le téléphone et l'utilisation de tout appareil qui peut te permettre de communiquer, qui est interdit par la loi en Côte d'Ivoire. Et cette loi-là, elle a été... Tous les policiers le savent. C'est-à-dire que les kits main libres, le kit intégré. Parce qu'aujourd'hui, disons les choses clairement. Tu es au volant et tu es en train de rouler ta voiture. Et pendant que tu es en train de rouler, on t'annonce le décès de quelqu'un. C'est cela. Dans quel état émotionnel tu te trouves? Et donc, imagine-toi quand tu as ce choc émotionnel, quel incident tu peux créer sur la voie publique. Encore du véhicule. Justement. Et c'est pour cette raison que le législateur ivoirien est allé loin. Peut-être que vous qui avez vécu en Europe, nous on est en Côte d'Ivoire ici, en Europe, on dit les kits mains libres sont utilisés, mais je peux vous assurer qu'en Côte d'Ivoire ici, c'est interdit. Poursuivant. On va concernant le nombre d'accidents, j'aimerais revenir sur le cas de ce que Sarah disait, les accidents un peu partout. Je tiens à dire que la campagne de sécurité routière qui a été lancée par le ministère des Transports a donné des résultats dans la mesure où en 2021 et 2022, ils ont fait leur bilan. Jusqu'en 2023, la route a fait plus de 1600 morts en Côte d'Ivoire. C'est cela. En 2021. Et quand ils sont arrivés en 2022, de plus de 1600 morts, on est passé à 1051 morts sur nos routes. Ça veut dire que le nombre de morts sur la route a baissé, a chuté parce que justement, ils ont mis des moyens de coercition sur nos voies qui pouvaient taper dans le portefeuille des gens. Ça fait que les gens ont commencé à réduire les téléphones au volant, l'utilisation de téléphones au volant. Même quand on va plus loin, au-delà de tout ça, avant, pour porter la ceinture de sécurité, les gens avaient du mal. Mais aujourd'hui, instinctivement, n'importe quel passager qui monte dans un véhicule, il met la ceinture. C'est pour dire que la campagne, quelque part, même s'il y a toujours, la route fera toujours des morts, mais aujourd'hui, quelque part, elle a porté des fruits. Sarah semble ne pas être d'accord avec vous. Oui, je veux juste réagir par rapport à ce qu'il vient de dire. Les accidents, il faut se pencher aussi peut-être, parce qu'on parle beaucoup du téléphone portable, mais de ce que je constate, les accidents arrivent beaucoup à cause de l'excès de vitesse surtout, et non pas l'utilisation du téléphone portable. L'excès de vitesse est absolument partout en ville, et je ne dis même pas sur autoroute, etc. Donc il y a cette discipline à avoir qu'on n'a pas en Côte d'Ivoire sur l'excès de vitesse. Est-ce qu'on est assez verbalisé sur les excès de vitesse? Moi, excuse-moi, mais la question du téléphone, effectivement, c'est interdit d'utiliser un téléphone portable quand on est en train de conduire, ça ne fait pas de sens parce qu'on a une main qui est mobilisée, c'est dangereux. En revanche, quand on a un kit main libre, bon après la loi c'est la loi, on la respectera, mais quand on est en train de parler au téléphone avec un kit main libre, donc on a un contrôle quand même absolu du véhicule, c'est un peu similaire à quand on parle à une personne à sa droite ou à l'arrière de la voiture. C'est une conversation. Daouda a parlé justement du côté émotionnel de la conversation. Oui, bien sûr. On vous annonce un accident, quelque chose de bizarre. Tout à fait, ça peut arriver une fois tous les 10 ans. Même quand seulement vous allez sur une voie, vous pouvez tomber en syncope. Mais bien sûr, mais même une personne à côté de vous peut vous faire monter votre tension, il peut y avoir une conversation qui peut mal tourner au sein. Permettez-moi, la question, c'est pas de dire... C'est un peu tiré par les cheveux. Excusez-moi, Sarah, par rapport à ce que dit Élisée, la question, ce n'est pas de dire, machin, mais les études ont prouvé, c'est ça qu'il faut parler, il faut être scientifique. Okay. Parce que des études ont montré que le téléphone a eu une incidence sur les accidents plutôt qu'une causerie. Et finalement, à un moment d'inattention, c'est clair que ça agit, mais le téléphone, avec l'arrivée du téléphone, il y a eu beaucoup d'accidents qui se sont produits parce que les conducteurs étaient distraits, etc. D'où la nécessité dans la voiture d'avoir créé aussi les kits, l'usage des kits, la création des kits dans les véhicules répond à quelle logique? Est-ce que le kit, que vous ayez le kit, que vous avez le téléphone, est-ce que ça change le côté émotionnel de la conversation? En réalité, on vous annonce qu'attention, quelqu'un est en train de vous faire du... Enfin, là, nous, comment est-ce que vous gérez ça? Christelle, lorsqu'on dit que l'usage du téléphone tue, au volant, c'est lorsque les gens manipulent le téléphone, ils ont un bras sur le volant. Pas seulement. Non. Les kits main libres aujourd'hui, quand vous dites ça, scientifiquement, ça a été prouvé. Si vous voulez, je vous lis pas la loi. Non, la loi, on sait. La loi, on sait. Non, on va pas te dire que la loi est bancale. La loi, ce sont les gens qui le font. Parlez pas ensemble. Il a dit que la loi est bancale, allez-y. Moi, je dis,
que les pays occidentaux dont tu parles, tu dis non, qu'on a vécu là-bas. Non, c'est parce qu'ils ont vécu, ils ont toutes ces expériences-là. Parce qu'elle n'est pas des gens que l'information que tu reçois, tu as perdu quelqu'un. Mais si tu reçois un appel, peut-être qu'il y a, comment on appelle là, tu as un danger. Non, même pas un danger. Tu as un poste, une promotion, un rendez-vous très important qu'on doit te donner. Ça aussi, tu perds. C'est pourquoi les pays occidentaux, ils ont étudié tout cela. Ils ont vu que ça ne sert à rien d'interdire une conversation au volant lorsque on est avec un kidnapping. C'est de l'utopie. Si tu permets, c'est pas de l'utopie. Non, rapidement, allez-y, partagez la conversation. C'est de l'utopie de permettre à des gens d'utiliser le téléphone au volant. C'est vrai que souvent, on le fait. Mais donc, ils sont fous aux États-Unis. Développe juste un peu. Et puis, je te donne la parole. Pour dire simplement de façon claire et nette, quand on laisse utiliser un téléphone au volant aux gens, ce qui se passe sur nos voies, c'est que généralement, les gens qui ont des kits main libre, tellement ils sont absorbés par la conversation. Souvent, on est sur une voie de 60 km, le gars il est à 50 km. Ou bien souvent, il va à gauche, il va à droite. Il n'est pas concentré. Il n'est pas concentré. Parce que, comme on le dit chez nous, il y a un adage qui dit qu'on ne peut pas courir et en même temps se gratter les fesses. Mais Daouda, c'est pas juste on le peut faire téléphone. deux choses en même temps. C'est pas juste le téléphone. Impossible. Attendez, alors, techniquement, Herman et Élisée. Je suis en train de dire quelque chose qu'en ce moment-là, les pays occidentaux, je reviens encore là-dessus, parce que toutes ces expériences, ils ne sont pas des baromètres. Ils sont passés par là. Mais ils ne sont pas des baromètres. Non, et non des référentiels pour nous. Oui, ce ne sont pas des baromètres, mais je suis en train Si c'est le seul argument, franchement. Ce qui est bon ailleurs, on peut le copier. Aujourd'hui, en réalité, ce qu'on est en train de te dire que tu refuses ça. Quelqu'un qui s'empêche d'être concentré parce qu'il a ses deux bras sur le volant et il est en conversation, ça, il a d'autres problèmes. Normalement, on peut rester concentré si on a un kit. On va écouter Élisée plus rapidement. On va écouter Élisée et d'autres, mais il faut que la conversation, comme je dis, soit un peu scientifique et un peu cohérente. Allons-y, Élisée. Que disent, non, s'il vous plaît, que disent ce qui a été observé sur les téléphones au volant? Le téléphone au volant a de multiples conséquences sur la conduite. Et puis, il faut qu'on passe quand même à ce qui se passe chez nous dans notre pays. Augmentation du temps de réaction. Donc là, ce n'est pas une question de j'ai les mains sur le volant. C'est que vous avez les mains sur le volant, mais vous êtes en train de bavarder avec votre copain, c'est une belle conversation, c'est un béret, et vous n'avez pas le temps de réagir quand quelqu'un apparaît en face de vous. C'est les études, ce n'est pas une question d'André Bois. Hein. Augmentation du temps de freinage. Réduction de la distance de sécurité. Parce qu'à force d'être dans une conversation, machin, donc c'est ce qu'on vous dit. C'est légion, il suffit de taper sur Internet, franchement, vous aurez beaucoup de choses. Donc en gros, l'émission, ce n'était pas sur le téléphone. Revenons quand même à nos affaires nationales. Et Élisée va pouvoir quand même nous répondre sur quand même ce qui s'est passé à propos de cette affaire des semaines nationales de sécurité. C'était quand même censé être sur l'étendue du territoire. Est-ce que les autres parties du pays en ont bénéficié? Enfin là, est-ce que le déploiement a eu lieu aussi dans tout le pays, comme on l'aurait voulu, la vidéo-verbalisation, etc. ailleurs? Qu'en est-il? Parce qu'il n'y a pas qu'à Abidjan, justement. Il n'y a pas qu'à Abidjan, il y a l'intérieur. Qu'est-ce que vous pensez justement peut-être de ce déséquilibre que les autres régions, justement, bénéficient de entre Abidjan et les autres parties du pays en matière donc, de déploiement de ce dispositif? Parfait. Je pense que tout à l'heure, je vais employer le terme que tu as utilisé. Il faut qu'on soit scientifique. Très bien. Et sur la base de la science, là, les statistiques nous disent que la grande majorité des accidents se font d'agglomération dans la zone d'Abidjan. C'est là qu'ils enregistrent la grande majorité des accidents. Donc le déploiement, c'est ça. Donc le plus fort taux de déploiement se fait dans cette zone-là, où on a de réels risques d'accidents. Mais la semaine s'est faite sur tout l'ensemble du territoire. Là, pour preuve, vous verrez qu'il y a certaines de ces semaines-là qui ont été lancées dans d'autres villes de l'intérieur. C'est le cas, par exemple, à Iré, je me rappelle. C'est le cas, par exemple, à Boaké, à Yamoussoukro. Ça a été lancé dans certaines villes. Parce qu'après Abidjan, c'est vraiment... Sur les 11 éditions, je pense qu'on a dû lancer probablement entre 5 et 6 à Abidjan. Mais la majorité a été lancée dans d'autres villes à l'intérieur pour sensibiliser aussi les populations sur cette question-là. Est-ce qu'on a un agenda, Élisée, quand on dit l'intérieur, soyons précis, c'est où? C'est pourquoi je dis il y a eu, par exemple, je n'ai pas tous les noms. Il y a eu Iré, il y a eu Boaké, il y a eu Yamoussoukro, à ma connaissance. Je pense même qu'il y a eu, si je ne me trompe pas, Korogo aussi également. Mais il y a eu des villes où il y a eu, ces semaines-là ont été lancées là-bas, en fait. Voilà, pour dire que quand même, il y a eu une volonté de le faire à l'intérieur du pays. Et comme je le disais en entame de mes propos, nous sommes tous unanimes que déjà, les plus de 2/3 des véhicules circulent dans la zone d'Abidjan, sur le territoire national. Donc c'est ici vraiment qu'on a mis la grande artillerie en ce qui concerne cette campagne-là. Moi, je veux rebondir sur le nombre de véhicules qui ont été mis en fourrière, par exemple. Ce qu'on peut lire à travers cela, c'est que le parc automobile est certainement vieux. Donc, s'il est vieux, moi je pense que c'est un appel que je lance. On a pris une loi ici pour suspendre l'importation des véhicules de moins de 5 ans. Il faut pouvoir aider à ce
on puisse relever le nombre d'années, là, peut-être à 7 Vous avez dit quelque chose qui semble ne pas satisfaire. Il dit que les véhicules sont vieux, c'est pour cela qu'ils ont été vieillissants. Voilà, mais c'est une raison parmi tant d'autres. Parce que le fait qu'on mette des véhicules en fourrière ne sont pas liés systématiquement à leur vieillesse. À leur âge, si je peux m'exprimer ainsi. Non, non, non. Si vous avez commis un accident, si vous avez commis des infractions, la loi donne le pouvoir à l'autorité policière de pouvoir vous mettre en prison en fonction des délits, en fonction des infractions commises. Donc, ce n'est pas forcément sur la base des véhicules qui sont liés. J'ai dit qu'on pouvait dire aussi que ça peut être un indicateur du parc automobile. Vieillissement du parc. Voilà. Donc, ce n'est pas la raison principale. Ce n'est pas la raison principale. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de problèmes à ce que les gens renouvellent aussi leur véhicule parce qu'ils n'ont plus les moyens. Aujourd'hui, ceux qui ont les moyens peuvent acheter un véhicule tout neuf. Et ceux qui n'en ont pas, ils traînent des véhicules souvent de près de 30 ans et autres. Donc, on peut aider à ce que les gens puissent avoir des véhicules qui sont importés de seconde main à 7 ans ou 10 ans. Ça, c'est un plaidoyer que je fais et je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui moi, ce plaidoyer-là, c'est vrai qu'on ne va pas te suivre dans ce plaidoyer parce que nous sommes vraiment inquiets pour la planète. Parce que ta voiture, là, elle a plus de 30 ans. C'est pas grave, je l'ai justement. Donc, je plaide pour la planète, c'est ça qui est le plus important. On en a beaucoup avec vous par rapport à justement tout ce qui est changement climatique et autres. Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle de COP au Qatar. Aujourd'hui, la dernière fois, on en débattait ici. On dit qu'il faut que le pollueur puisse payer. Mais si nous-mêmes qui devons recevoir des fonds, nous-mêmes on devient des pollueurs, c'est à se demander finalement qu'est-ce qu'on fait concrètement, mon très cher Herman. Je te comprends, ton plaidoyer il est sûrement bon parce que tu as envie d'avoir une voiture de 15 ans, mais trop c'est trop. Alors nous, c'est des images qu'on ne veut plus voir, on vous les montre, des images que nous voulons évidemment chasser de notre espace public, des accidents qui sont liés à notre négligence, qui sont liés à des comportements très peu sûrs sur la route. Évidemment, faisons en sorte, parce que ça fait 1 an quand même que le gouvernement a mobilisé beaucoup de moyens pour cela. On ne veut plus que ça se répète. Dans la suite de notre émission, mesdames, messieurs, nous allons parler un coup de PDCI, parce que vous allez nous reprocher de terminer la semaine sans parler du PDCI. Mais attends, on a décidé, avec la gentillesse de notre invité qui est arrivé, avec toutes les difficultés qu'on sait pour la circulation à Abidjan. Merci d'être avec nous, Monsieur Ange Dagaré, qui est... un cadre du PDCI, un important cadre, parce qu'on vous a souvent entendu, et un important cadre, en revanche, qui a décidé de ne pas suivre l'ensemble de tous ceux qui disent la nouveauté s'appelle Thiam. Très bien, évidemment, Monsieur Ange Dagaré Dassault, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes de l'équipe de Jean-Marc Yassé et vous êtes toujours en lice pour briguer ce poste important de président du parti. Avez-vous été approché par les équipes de Thiam et pourquoi avez-vous dit non, si toutefois c'était le cas? Non, on n'a jamais dit non. On n'a jamais dit non, on ne peut pas dire non, on est de la même famille politique. Le micro. On est de la même famille politique. Oui. Dans une famille, on ne dit pas non entre frères. C'est ça. Et nous sommes à une période de démocratie. La démocratie, c'est la compétence, c'est la compétition des compétences. Chacun a sa vision, chacun son idée et nous voulons faire valoir notre idée. Pourquoi vous pensez que, justement, votre candidat a de la valeur, Jean-Marc Yassé, est celui qu'il faut à la tête du PDCI-RDA? Nous sommes tous militants du PDCI-RDA. Et Jean-Marc Yassé était un enfant du PDCI-RDA. Né dans le PDCI, il a grandi dans le PDCI avec son oncle Philippe Grégoire Yassé. Il allait dans l'armée. Après le coup d'État de 1999, il a décidé de s'engager politiquement parce que militaire qu'il était, il y avait un droit de réserve qui faisait qu'il ne pouvait pas faire la politique. Et le lendemain du coup d'État, il a décidé en 2000 de s'engager. Il a pris sa carte de militant. Ça fait 23 ans qu'il est militant du PDCI-RDA. Maire 2 fois élu du PDCI-RDA. Vice-président nommé. Le dernier vice-président que le président Bédi a nommé avant son rappel à Dieu. Nous nous inclinons devant son illustre mémoire et nous demandons que Dieu l'accueille et qu'il repose en paix. Donc il a été le vice-président nommé le 29 mai 2023. Donc, c'est un héritier comme tous les autres. Et quand l'heure de l'héritage arrive, les héritiers doivent se signaler. Voilà, et lui, il se signale. Mais je vois que vous avez essayé de nous sortir le pédigré politique de M. Yassé. Est-ce à dire qu'en face de lui, celui qui est là n'a pas de CV politique? Bon, vous m'avez appelé ici pour parler de Jean-Marc Yassé. Oui, je sais. Je suis venu vendre mon candidat. Nous sommes dans une élection, c'est normal qu'on essaie de voir un peu votre point de vue. Je suis venu vendre mon candidat. Et mon candidat s'appelle Jean-Marc Yassé. Maire 2 fois élu PDCI-RDA de Cocody, vice-président du PDCI.
qui a eu la confiance du président Bédié, qui a été membre du comité politique et qui est membre du comité politique du PDCI-RDA, chargé des élus du PDCI-RDA, et qui est coordonnateur des délégués du PDCI, qui était militant du PDCI-RDA. Les adversaires, il n'y a pas d'adversaire au PDCI. Nous sommes tous des enfants du PDCI. Très bien. Qu'il soit Thiam, qu'il soit Bengio, qu'il soit Koumoué Kofi, qu'il soit Kakou Dikawe Maurice, nous sommes tous des enfants du PDCI. Chacun veut apporter sa pierre à l'édification du PDCI-RDA après le décès du père. Herman a une question pour vous. On a vu le président Kobli du PDCI-RDA dire que, dans un communiqué, comme quoi le consensus, que le candidat Yassé et le candidat Thiam sont toujours en train de discuter. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore d'actualité les négociations pour trouver un consensus? Moi qui suis un militant du PDCI depuis 1990, qui ai vécu tous les congrès, il y a eu 2 importants congrès. Le 5 avril 2002, il y a eu des élections au PDCI. C'était le 11e congrès du PDCI-RDA, congrès ordinaire électif. Et puis il y a eu le 5 octobre 2013, le 12e congrès ordinaire du PDCI-RDA. Nous avons eu 3 candidats, 2 candidats qui étaient contre le président Bédié. Les négociations, à la veille du vote, il y a eu des négociations. Le PDCI a une tradition de consensus. C'est une tradition chez nous. Même le 12 avril 1991, où nous devons élire pour la première fois notre secrétaire général, à l'hôtel Ivoire, le matin du 12, avant la cérémonie d'ouverture, après la cérémonie d'ouverture, le président Fouette, paix à son âme, a appelé tous les candidats. Il leur a dit le consensus. Et c'est à l'issue du consensus que nous avons choisi Donald Fologo. Donc le consensus est une pratique. Une tradition du PDCI-RDA. Très bien. Voilà. Alors, j'ai une petite relance. Rapidement. Comment est-ce que vous appréciez le cas Gikawe, puisque vous-même vous êtes aussi candidat pour Yassé. Comment est-ce que vous appréciez la situation, la gestion du cas Gikawe? Je n'ai pas l'habitude de la langue de bois. Je n'ai pas l'habitude de la langue de bois et au PDCI, tout le monde Vous êtes bien sait. connu pour ça, oui, bien sûr. Je n'ai pas l'habitude de la langue de bois. Ce qui a été fait à Gikawe n'est pas une bonne chose. Je ne suis pas d'accord avec. Pourtant, Gikawe et moi, on est opposés, je ne suis pas de son camp. Je suis aujourd'hui avec Jean-Marc. Mais je trouve que c'était inélégant, c'est humiliant, ce n'est pas bon. Pour quelqu'un qui a donné toute sa vie au PDCI-RDA, la manière n'est pas bonne du tout. Et ça, je n'ai pas apprécié. Comment le président Yassé va-t-il réconcilier justement, parce que quand même on assiste à une vraie fracture. On a vu les mots de Billon et de Thierry Tano, on a vu les mots même du doyen Koumoué Kofi, Gikawe. Comment l'éventuel président Yassé peut réconcilier quand même toutes ces parties-là? S'il est élu, vous savez, la tradition à Côte d'Ivoire, c'est maintenant les réconciliations qui sont des programmes de nos pays. En Côte d'Ivoire, depuis une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années, pratiquement 30 ans, c'est la réconciliation. Donc, dès qu'il est élu, il va appeler tous les cadres parce que Oufo-Boigny nous a dit, c'était au dernier congrès, il dit que je ne laisse pas des hommes forts, je veux une équipe forte. Personne ne peut aujourd'hui gérer le PDCI de façon solo et solitaire. Il faut une équipe pour accompagner les idées qu'on veut mettre en place. Avant Sarah, rapidement. Il est obligé de tendre la main à tout le monde et d'être un réconciliateur. Très bien. Monsieur Dagaro Datsé, est-ce que le point d'Ikawe pourrait créer l'implosion du PDCI? Votre avis là-dessus? Lisez les déclarations de Gikawe. Vous savez, j'ai fait un article hier, je ne suis pas dans son camp, mais j'ai fait un article hier dans un journal que je ne peux pas citer, où je dis que quand on est responsable et quand on a aimé, quand on aime, il y a des crimes passionnels qui existent. Il y a des gens parce qu'ils aiment, ils tuent. Absolument. Mais Oufo-Boigny nous a dit, quand tu n'as pas créé, tu ne détruis pas. Très bien. Donc, Gikawe, qui est oufotiste dans l'âme et qui est bédéiste dans l'âme, ne peut pas détruire le PDCI. Très bien. C'est pourquoi je vous dis tout de suite que ce n'est pas dans son